Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur les ondes de FEM FM. Nous sommes le samedi 29, avril 28 avril 2018 et vous êtes dans votre émission Le Grand Oral sur FEM FM, la radio des femmes, des enfants et de la musique. Nous recevons aujourd'hui pour discuter de beaucoup de questions politiques, mais aussi sur les avancées technologiques, mais également des réseaux sociaux sur l'avancée démocratique au Sénégal. Nous avons comme invité Ndiaga Gueye, il est ingénieur informatique, président de l'Association sénégalaise des utilisateurs des technologies de l'information et de la communication, l'ASUTIC. Monsieur Gueye, bonjour et bienvenue sur FEM FM. Bonjour, je vous remercie de l'invitation et j'en profite pour saluer tous vos auditeurs. Aujourd'hui, vous parlez de Internet, d'informatique et vous avez mis en place une association sénégalaise des utilisateurs des TIC. C'est quoi l'objectif de ça? L'Association sénégalaise des utilisateurs des technologies de l'information et de la communication ASUTIC a pour objectif de représenter les citoyens sénégalais afin qu'ils puissent accéder à des services Internet TIC de qualité à des tarifs abordables. L'association travaille aussi sur comment utiliser les TIC comme principal levier de développement du Sénégal. L'association travaille aussi sur comment utiliser les TIC pour renforcer et améliorer la démocratie sénégalaise. Voilà en résumé les principaux objectifs de cette association qui est, disons, un think tank du numérique au Sénégal, un laboratoire d'idées sur comment utiliser les numériques pour améliorer la société sénégalaise. Oui, on a constaté depuis un certain temps, 2, 3, 4, 5 ans ou une décennie, l'impact de des réseaux sociaux et surtout de Internet dans l'évolution démocratique. Est-ce que le Sénégal est dans la même dynamique? Disons que sur le plan du développement des TIC au Sénégal, nous constatons qu'il n'y a pas beaucoup d'amélioration. Si nous prenons le rapport UIT, l'Union internationale des télécommunications, le rapport de 2017, le Sénégal est classé 142e sur le plan mondial. En 2016, le Sénégal était classé 148e mondial. En 2012, le Sénégal était classé 124e. Le rapport de l'Union internationale des télécommunications détermine chaque année le niveau d'avancement des technologies de l'information et de la communication dans chaque pays au monde. Donc, sur la base de ce classement du Sénégal, nous constatons que de la 124e place en 2012, on est aujourd'hui à la 142e place. Donc, le Sénégal recule sur le plan du développement des TIC. Et ce classement du Sénégal, ce recul du Sénégal est confirmé par ce que les Sénégalais vivent chaque jour au quotidien dans le secteur des TIC. Encore aujourd'hui, les Sénégalais ont des difficultés d'accès au réseau. Dès que vous sortez de Dakar, vous avez des difficultés d'accès au réseau. Vous avez des problèmes de qualité du réseau et en plus, les tarifs ne sont pas abordables. Donc, c'est des tarifs chers, vous voulez dire? Absolument. Par rapport, si vous faites le benchmark, la comparaison avec les pays de la sous-région, nous constatons que le Sénégal a des tarifs élevés par rapport aux autres pays africains. Mais le dire comme ça, peut-être le Sénégalais lambda ne va pas comprendre. Comparaison pour comparaison, nous sommes plus chers que les Maliens, les Guinéens. Et absolument. Nous sommes plus chers que les Maliens, nous sommes plus chers que les Guinéens, nous sommes plus chers que les Ivoiriens, les Camerounais et les Togolais. Là où le Sénégal paye un peu moins cher est sur la connexion Internet. Par exemple, sur ce plan-là, les tarifs au Sénégal sont un peu moins chers qu'au Mali. Mais sur le segment voix, qui est la téléphonie, le Sénégal est un peu plus cher. On parle des appels entrants. Certainement, on ne va pas entrer dans le fond. Mais ce que nous souhaiterons avoir comme indice, est-ce que le Sénégalais aujourd'hui, avec tout ce que on parle de ces opérateurs téléphoniques, pourrait avoir, par exemple, un tarif moins cher? On est en train de travailler sur la question des appels entrants en mettant en place ce qu'on appelle le free roaming.
Ça veut dire qu'en fait, le tarif extérieur, les tarifs internationaux, les appels internationaux qui sont facturés au prix d'un tarif local. Sur ce plan-là, un projet a été mis en œuvre par l'autorité de régulation des télécommunications et des postes en vue de faire baisser les tarifs. Mais il est à constater que les résultats ne sont pas tellement fameux. Parce qu'on se rend compte que les tarifs, au lieu de baisser, ont été un peu plus chers que les tarifs d'avant. Oui, et à noter que si on veut utiliser par exemple les réseaux sociaux qui demandent, même si vous saluez peut-être le niveau, le prix bas de ces connexions Internet, est-ce qu'aujourd'hui, cette vague qui a touché le monde arabe, notamment le nord de l'Afrique, sur ces questions de démocratie peut toucher le Sénégal, puisqu'aujourd'hui, on voit que voilà, il y a une levée de boucliers de la société civile contre quand même cette marche de la démocratie sénégalaise. Disons que les réseaux sociaux peuvent être bénéfiques pour la démocratie, comme ils peuvent être une menace aussi pour la démocratie. Tout dépend de l'utilisation qu'on en fait. La principale menace sur la démocratie des réseaux sociaux, c'est surtout avec ce qu'on appelle les fake news, les fausses nouvelles. Aujourd'hui, la tendance est de plus en plus importante de diffuser des nouvelles qui ne sont pas fondées et qui sont véhiculées par les réseaux sociaux. Et ces informations peuvent avoir des impacts sur en fait l'adhésion des populations à un tel programme politique ou à un autre programme politique. Donc il est nécessaire pour protéger la démocratie des fausses informations qui sont véhiculées par les réseaux sociaux, que des programmes de lutte, d'information et de sensibilisation contre les fake news soient mis en place. Est-ce que vous y travaillez, vous, en tant qu'utilisateur? Non, pour le moment, on n'y travaille pas. On travaille plutôt sur la transparence parlementaire. Mais nous savons que le gouvernement, à travers une cellule à la présidence, est en train de travailler contre les fake news, comme la diffusion des fake news sur les réseaux sociaux. Peut-être l'ADI. Non, la présidence. La présidence. C'est la présidence qui a mis une cellule, un programme de lutte contre les fausses nouvelles sur les réseaux sociaux. Et nous constatons que les réseaux sociaux sont de plus en plus utilisés par les Sénégalais. Par exemple, Facebook, selon un think tank qui s'appelle WorldStat, il y a pratiquement 2 900 000 personnes qui utilisent Facebook au Sénégal, au 31 décembre 2017. Donc, s'il y a une tendance aussi importante des Sénégalais dans l'utilisation des réseaux sociaux... Mais c'est totalement faible vu que nous sommes 15 millions. Je voulais juste parler d'un réseau social qui est Facebook. Ensuite, il y a WhatsApp qui arrive. Ensuite, il y a Twitter qui arrive. Il y a YouTube qui arrive. Il y a LinkedIn, il y a Instagram. Donc, si nous additionnons les utilisateurs de tous ces réseaux sociaux, on peut se retrouver avec 5 millions à 6 millions d'utilisateurs. Donc, qui est une population assez importante et qui peut être influencée négativement et positivement par les réseaux sociaux. Donc, il est pertinent de mettre en place des stratégies, des projets de lutte contre les fausses nouvelles sur les réseaux sociaux. Et pour le côté positif, qu'est-ce qu'il faut faire? Les réseaux sociaux peuvent permettre d'éveiller la conscience citoyenne des Sénégalais. C'est pour là que je dis qu'il faut aller dans le sens de mettre en place un écosystème qui permette la diffusion d'informations justes, vraies et vérifiées. Et comme étant un réseau d'information, un outil de communication de masse, son utilisation doit être optimale afin que ça soit bénéfique à la démocratie. Ça veut dire que ça soit un lieu d'échange, de discussion sur des faits avérés et non pas sur des fausses nouvelles. Mais pour ça, il faut éduquer cette population et malheureusement, on voit que souvent, ça laisse à désirer. Tout le monde, il y a des commentaires qui vraiment heurtent les consciences des Sénégalais. Comment faire ce contrôle-là pour permettre de filtrer ces fake news? Disons qu'on parle de plus en plus dans ce pays de dérive des Sénégalais sur les réseaux sociaux, sur Internet. Mais ce qu'il faut dire, c'est que jusqu'à présent, il n'y a aucune étude sérieuse qui prouve et démontre que les Sénégalais font une mauvaise utilisation des réseaux sociaux et d'Internet. Maintenant, il y a des faits divers
qui se sont déroulés dans ce pays, qui ont affecté de hautes personnalités de ce pays. Et sur ce plan-là, je voudrais d'abord faire quelques remarques pour montrer qu'en fait l'approche qui a été adoptée depuis que ces faits divers ont commencé à se dérouler sur les réseaux sociaux n'est pas l'approche la plus optimale pour la solution de ce problème. D'abord, ces faits divers dont on parle dans les réseaux sociaux n'auraient jamais eu un impact considérable dans la population sénégalaise si les médias de masse n'avaient pas diffusé ces faits divers. Quand je parle de médias de masse, je parle de radio, de télévision et la presse écrite. Si la presse, cette média de masse, n'était pas le relais de ces faits divers qui se sont déroulés sur Internet, peu de Sénégalais seraient au courant. C'est la première observation. La deuxième observation, tous les jours, on voit des citoyens, des personnes qui ont des propos désobligeants, des propos peu recommandables dans la vie normale. Et pourtant, ces propos ne font pas la une des journaux. Alors pourquoi les propos désobligeants prononcés sur les réseaux doivent faire la une des journaux, la une de l'actualité dans un pays? Troisième observation, ces faits divers dont la presse de masse a fait l'écho, s'est déroulé dans des espaces privés. L'Internet est comme la vie réelle, la vie normale. Il y a des espaces privés, des espaces confidentiels. Que deviendrait ce pays si tout ce qui se passe dans les espaces confidentiels, dans les espaces privés, que sont les maisons, les bureaux, sont divulgués sur la place publique? Que deviendrait ce pays? Tout ça pour arriver à la conclusion que l'approche qui a été adoptée par rapport à ces dérives sur les réseaux sociaux n'est pas l'approche optimale pour sa solution. Et vous vous demandez tout simplement peut-être appeler ces journalistes à être plus responsables quand il s'agit de relayer ces questions-là? Absolument. Il faut véritablement des projets de renforcement de capacité sur comment traiter l'information qui se trouve sur le net. Parce qu'apparemment, il y a ce problème. Mais la presse est tellement confrontée à un problème de modèle économique de survie qu'elle cherche à créer le buzz pour avoir un audimat important, pour s'en sortir un peu. Mais ceci ne doit pas pousser à négliger l'impact de la presse sur la société dans son ensemble. Et c'est ça qu'il faut privilégier. Oui. Mesdames et messieurs, vous êtes à l'écoute de FemFM dans votre émission politique, le Grand Oral qui reçoit aujourd'hui Ndiaga Gueye, ingénieur informatique. Il est aussi le président de l'Association sénégalaise des utilisateurs des technologies de l'information et de la communication. Monsieur Gueye, vous êtes dans la transparence étant de la société civile. On se rend compte que le Parlement souvent est critiqué, la justice critiquée et même l'exécutif critiqué. Mais vous avez axé votre travail sur le contrôle parlementaire. Pourquoi ce choix? Disons qu'il y a plusieurs raisons. La première, nous avons 5 institutions au Sénégal. Le président de la République, l'Assemblée nationale, le gouvernement, le Haut Conseil des collectivités territoriales, le Conseil économique et social et la justice, Cour suprême, Conseil constitutionnel et autres. Donc il y a 5 institutions. Quand on regarde les faits, chaque fois que le président pose un acte, il est décrypté, expliqué, afin que tous les Sénégalais sachent de quoi il en retourne. Chaque fois que la justice prend une décision, elle est expliquée, décortiquée, afin que les Sénégalais sachent de quoi il s'agit. Or, l'Assemblée nationale est caractérisée par l'absence de décryptage de ces décisions. Et pourtant, l'Assemblée constitue l'institution la plus importante dans une démocratie. Car le président de la République, avant de prendre une décision, a besoin d'une loi. La loi est votée par qui? L'Assemblée nationale.
La justice, avant de prendre une décision, a besoin d'une loi. La loi est votée par qui? Par l'Assemblée nationale. Donc l'institution sur laquelle les rigueurs citoyens doivent se braquer est l'Assemblée nationale. Or, nous constatons que la vie de l'Assemblée nationale, l'activité de l'Assemblée nationale est caractérisée par l'opacité. Raison pour laquelle, aujourd'hui, il y a une fracture nette entre les citoyens sénégalais et les hommes politiques, en particulier les députés. Une partie des citoyens, il ne faut pas globaliser quand même. Les Sénégalais considèrent dans leur majorité que l'Assemblée nationale est une simple chambre d'enregistrement chargée de valider les désirs et les désirats du président de la République. Les Sénégalais considèrent que l'Assemblée nationale est une institution budgétivore sans un impact réel sur la vie des populations. Les Sénégalais considèrent que l'Assemblée nationale est une niche de sinécure pour récompenser les politiques qui ont une base électorale. À ce constat, il faut ajouter le manque de transparence budgétaire. Les Sénégalais ne savent pas, dans leur grande majorité, le budget de l'Assemblée nationale, comment le budget est dépensé. Il y a une opacité totale. Donc il y a un manque d'information des Sénégalais sur le travail parlementaire. Une rétention d'informations délibérée. Il y a un manque d'information. Ce n'est pas un manque d'information. L'Assemblée ne communique pas beaucoup sur ses travaux. Les Sénégalais ne peuvent pas vous dire, aujourd'hui, au moment où je vous parle, les Sénégalais ne peuvent pas vous dire les lois qui ont été votées par l'Assemblée nationale. Vous voulez voir une loi qui a été votée par l'Assemblée nationale, vous ne pouvez pas la voir. Or, les lois sont votées pour les citoyens. Et pourtant, ces lois, les Sénégalais ne peuvent pas les voir. La Constitution du Sénégal, en son article 66, stipule que l'intégralité des travaux et documents parlementaires sont publiés au journal officiel ou au journal des débats. Ça veut dire que l'Assemblée nationale doit publier ses travaux et ses documents parlementaires. Aujourd'hui, tout citoyen est dans l'impossibilité de savoir ce que fait l'Assemblée nationale du Sénégal. Aucune publication. Vous allez sur le site web de l'Assemblée nationale, vous verrez qu'il n'y a pas de lois qui sont publiées depuis 2000, ça fait 18 ans. Les comptes rendus des travaux parlementaires n'ont pas été publiés depuis 2015. Le travail des commissions, aucune information n'est publiée depuis 2012, 2014, 2015. Vous allez au journal officiel, vous ne verrez pas de publication de l'Assemblée nationale. Donc une absence totale d'information des citoyens sur le travail parlementaire. Mais devant ce grand corps malade, comment vous pensez pouvoir changer les mentalités? Oui, laissez-moi terminer le constat et puis j'en arrive aux solutions. D'accord, allez. Le peu d'informations que les citoyens obtiennent sur la vie parlementaire est l'information relayée par la presse quand il y a des plénières. Mais la presse parle plutôt des invectives entre députés, des querelles entre députés, des prises de bec entre députés. Mais la presse n'informe pas réellement sur le travail parlementaire. La presse n'informe pas sur la qualité de ses travaux parlementaires. Si bien qu'il y a une opacité de la vie parlementaire. Opacité due au problème d'accès à l'information parlementaire. Les Sénégalais ne peuvent pas, vous en tant que citoyen, si vous voulez voir par exemple la dernière loi qui a été votée par l'Assemblée nationale, la loi sur le parrainage, vous ne pouvez pas la voir, elle n'est publiée nulle part. Et pourtant ces lois sont censées voter pour le peuple sénégalais. Et pourtant l'Assemblée nationale est censée travailler pour le peuple sénégalais. Et le peuple sénégalais ne peut pas voir le travail fait par cette Assemblée. Ce qui a amené cette crise de confiance des citoyens envers ces hommes politiques, envers l'Assemblée nationale. C'est pour là, nous, pour essayer d'apporter une solution à ce problème d'accès à l'information parlementaire, nous avons mis en place, dans le cadre de notre projet de renforcement de la démocratie sénégalaise,
un projet qui s'appelle l'Observatoire citoyen de l'Assemblée nationale du Sénégal. L'objectif est de replacer les citoyens sénégalais au cœur de la démocratie en permettant à ces derniers, aux citoyens, d'accéder mais aussi de comprendre l'information parlementaire. Donc nous essayons de collecter les travaux, documents parlementaires, les retraités et de les publier dans un site. Mais où est-ce que vous trouvez tous ces documents, d'autant plus que ces documents ne sont pas accessibles et autres? Ben voilà, c'est dans ce sens que nous avons contacté les autorités de l'Assemblée et tous les députés. Nous avons fait des demandes d'audience pour les rencontrer, pour leur expliquer les objectifs du projet et leur demander leur soutien et leur collaboration afin que les Sénégalais puissent être informés sur les travaux parlementaires. Donc nous avons fait des démarches vers les autorités de l'Assemblée, nous avons fait des démarches vers tous les députés. Nous avons écrit 163 lettres de demande d'audience adressées aux députés, excepté 2. Résultat Excepté 2, honorable député Khalifa Sall et honorable député Cheikh Tidiane Gadio pour les problèmes que nous connaissons. À ce jour, nous avons déjà écrit les premières lettres le 3 novembre. Des lettres de relance ont été envoyées aux députés le 26 décembre 2017. 2 députés nous ont reçus sur 163. Est-ce que les Sénégalais peuvent connaître leur nom? Parce qu'ils travaillent pour le peuple quand même. Oui, mais non, nous ne voulons pas personnaliser. Vous êtes dans la même démarche que ces députés parce que s'ils ont répondu, mais quel est le problème? Vous dites que l'Assemblée nationale est dans l'opacité. Vous, votre travail est opaque. Dites aux Sénégalais que M. Tel, honorable Tel, nous a répondu pour... On ne demande pas ce qu'ils ont dit, mais dites aux Sénégalais que l'honorable député Famara Niassi nous a répondu, l'honorable député Ndiaga Gueye nous a répondu. 2 députés nous ont répondu et nous ont même reçus en audience. Qui est qui? L'honorable député Mamadou Lamine Diallo, président de la commission culture et communication. Et l'honorable député Pape Babou Ndiaye nous a reçus en audience et nous leur avons expliqué les objectifs de ce projet. Oui. Et sinon, d'autres députés nous ont contactés par téléphone, mais ne nous ont pas accordé une audience afin qu'on leur explique l'objectif de ce projet. Monsieur Gueye, je pense que là, vous allez avoir un gros travail parce que vous avez caricaturé un grand corps malade qui ne veut pas avoir donné des informations au peuple qu'il représente. Et vous, en tant qu'observatoire, vous voulez faire ce travail-là et de manière comme ça, aisée et avoir des informations pour les Sénégalais? Je voudrais d'abord préciser une chose. Le problème, ce n'est pas notre problème à nous. Dans toute démocratie qui fonctionne normalement, le minimum, c'est que les citoyens doivent accéder à l'information. Donc c'est un problème des Sénégalais. Ce n'est pas notre problème à nous. C'est un problème de tous les Sénégalais. Chaque jour, chaque mois, chaque législature, chaque session, les députés votent des lois qui ont des impacts sur la vie de tous les Sénégalais et les Sénégalais ne peuvent pas voir ces lois. Donc c'est un problème sénégalais. Nous essayons d'apporter notre petite contribution, mais c'est les citoyens dans leur ensemble qui doivent trouver une solution à ce problème qui est commun. Nous, dans notre démarche, nous essayons. Mais il ne faudrait pas qu'on pense que c'est un problème pour nous. Non, pour nous en tant qu'association. Non, nous essayons juste d'apporter notre contribution à un problème qui est national. Et qu'est-ce que vous êtes en train de faire pour vous faire connaître par les Sénégalais, puisque vous voulez que les Sénégalais rallient cette mission démocratique? Qu'est-ce que vous avez fait? Nous, ce que nous faisons, c'est d'entrer en contact avec les autorités de l'Assemblée, leur demander leur collaboration, leur soutien et d'informer les Sénégalais sur ce que nous sommes en train de faire. Pour que chacun puisse, dans la mesure de son possible, apporter sa contribution pour un fonctionnement correct de la démocratie sénégalaise. Parce qu'en réalité, la démocratie sénégalaise doit être profondément refondée. Parce qu'il y a cette crise entre les hommes politiques et les citoyens. Cette crise se manifeste par les taux d'abstention qui sont souvent élevés lors des élections. Cette crise se manifeste par l'impossibilité, voire la difficulté des partis politiques
à mobiliser les citoyens sans distribution massive d'argent et de moyens matériels. Cette crise entre les citoyens et les hommes politiques se manifeste la contestation de plus en plus importante des décisions politiques par les citoyens. Donc il y a un malaise démocratique dans ce pays. Et ce malaise est renforcé par l'échec des politiques, les promesses jamais tenues et la transhumance. Si bien que dans la conscience des Sénégalais, les hommes politiques ne représentent qu'eux-mêmes, qu'ils ne sont pas au service des citoyens. Donc il y a un problème national et nous tous, nous devons réfléchir ensemble sur comment trouver des solutions à cette fracture entre citoyens et hommes politiques. Oui, ça c'est un travail pour l'administration. Du côté population. Pas l'administration, c'est un travail citoyen. Oui, je dis côté citoyen, qu'est-ce que vous avez fait? Est-ce que vous êtes dans les régions, les villages et les recoins du Sénégal pour expliquer votre orientation vis-à-vis de ce que vous voulez faire pour le Sénégal? Je veux dire que le projet de transparence parlementaire est un projet qui va dans ce sens de renforcement et de consolidation de la démocratie. Donc nous, pratiquement, nous déployons des observateurs à l'Assemblée nationale pour collecter des informations sur le travail parlementaire. Ces informations sont traitées et publiées sur un site web www.pencumreumi.sn. Si vous allez sur ce site web, vous avez déjà une base de données sur les députés qui peut informer tout citoyen qui veut savoir qui est ce député. Vous pouvez trouver dans cette base de données le profil du député, le parcours politique, le parcours professionnel, le mandat actuel. Et en plus de cela, nous essayons de faire une mise en relation entre le député et le citoyen, parce que tout citoyen, à travers notre plateforme web www.pencumreumi.sn, peut envoyer une question au député, peut lui demander des informations. Ceci pour renforcer le dialogue démocratique, permettre en utilisant les TIC, les échanges, les discussions entre les politiques et les citoyens sénégalais. Parce qu'à l'évidence, il est constant que les Sénégalais n'ont pas, dans leur grande majorité, une bonne compréhension de la démocratie au Sénégal, qui est une démocratie représentative, avec ses limites, n'ont pas une bonne compréhension du rôle de député. C'est quoi un député? Qu'est-ce que la loi dit sur un député? Je pense qu'il y a beaucoup de questions qu'on doit expliquer aux Sénégalais. Et toutes ces informations sont dans le site? Toutes ces informations sont dans ce site. Vous savez, au Sénégal, nous avons une démocratie représentative. C'est quoi la démocratie? C'est permettre à tout citoyen de participer au dialogue politique et à la décision politique. Mais, comme il est difficile de rassembler tous les citoyens pour décider et dialoguer collectivement, on doit organiser une certaine forme de représentation et déléguer nos pouvoirs à des élus. Pouvoir du peuple, par le peuple et par le peuple. C'est ça le principe. Mais dans la réalité, la démocratie sénégalaise fonctionne-t-elle comme ça? Savez-vous que le mandat impératif n'existe pas au Sénégal? L'article 64 de la Constitution dit clairement que tout mandat impératif est nul. Ça veut dire quoi? Qu'un homme politique, un élu, n'est pas obligé de respecter ses promesses. Ce que dit la Constitution du Sénégal. La Constitution du Sénégal dit en son article 64 que le vote est personnel. Et pourtant, à l'article 1er de la Constitution, alinéa 6, on dit gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple. Mais en mettant à l'article 64 le vote est personnel, ça veut dire que l'élu, quand il vote, il n'est pas tenu de respecter ce que pense le citoyen. D'ailleurs, dans une démocratie représentative, disons que disons, la seule loyauté de l'élu par rapport à ses électeurs, c'est son indépendance par rapport à ses électeurs. Et ça pose problème. C'est pour cela que je dis qu'on n'a pas bien expliqué aux citoyens ce qu'est certaines dispositions
de la Constitution du Sénégal qui fonde la démocratie. Monsieur Gueye, ce que vous dites là est très intéressant pour ces Sénégalais qui souvent sont dans cette masse. Ils se fondent dans la masse sans comprendre qu'on est en train de leur mener à bateau. Est-ce qu'aujourd'hui, avec votre observatoire, on peut dire que c'est un plus pour la démocratie sénégalaise? Ben, disons que ça, c'était au Sénégal. Même si les gens ne connaissent pas, moi... c'est au Sénégalais d'apprécier. Avant notre échange, je ne connaissais pas cet observatoire. Oui. Parce que vous aussi, vous ne travaillez pas. Non, l'observatoire a été mis en place récemment, en novembre 2017, il y a juste 6 mois. Donc, c'est un projet qui vient de démarrer. Hein? Donc, nous essayons de suivre la 13e législature. Donc, durant les 5 ans de cette législature, nous voulons collecter le maximum d'informations sur l'Assemblée nationale et de les mettre à la disposition des Sénégalais. Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, on parle beaucoup de l'absentéisme des députés. Mais personne ne peut vous dire le député qui est présent à l'Assemblée et le député qui est absent. On ne sait pas. On les met tous dans un même sac. Ils ne vont pas à l'Assemblée. Et pourtant, nous pensons honnêtement qu'il y a des députés qui vont à l'Assemblée et qui travaillent. Donc, en faisant notre travail... Qui sont assidus. Voilà. Qui ne font pas... les autres qui sont dans l'école buissonnière. Ben, il est bon de le faire... L'Assemblée buissonnière. Il est bon de faire savoir aux Sénégalais les députés qui travaillent et qui ne travaillent pas. Donc, qui vont à l'Assemblée et qui n'y vont pas. Est-ce que vous avez ces informations? Non, du tout. OK. Parce que tout simplement, les documents qui nous permettent d'avoir ces informations ne sont pas publiés par l'Assemblée nationale du Sénégal. Ce sont les comptes rendus des travaux et les documents parlementaires. L'article 66 de la Constitution du Sénégal, repris par l'article 94 du règlement intérieur, stipule que l'intégralité des travaux parlementaires est publiée au journal officiel ou au journal des débats. Et ça, ce n'est pas fait par l'Assemblée. Donc l'Assemblée ne respecte pas la Constitution du Sénégal, qui est de publier ses travaux. C'est pour ça que je vous disais qu'en tant que citoyen, aujourd'hui, vous voulez savoir ce que l'Assemblée fait, vous ne pouvez pas. Et pourtant, les députés, c'est des employés du peuple sénégalais. Ils travaillent pour le peuple sénégalais. Comment vous pouvez concevoir quelqu'un qui travaille pour vous et vous ne pouvez pas savoir ce qu'il fait? C'est concevable, ça? Non. Vous avez un employé, ils sont payés avec l'argent du contribuable sénégalais. Vous avez un employé, vous le payez, il travaille. Et vous ne pouvez rien savoir sur ce qu'il fait. Mais Gueye, est-ce qu'il faut attendre beaucoup de cette Assemblée qui n'est pas jeune? On voit que c'est une Assemblée vieillissante. Est-ce que vous pouvez apporter des éclairages sur l'âge et autres de ces députés? Oui, quand on regarde la nouvelle législature, cette 13e, nous constatons qu'en fait, l'Assemblée nationale du Sénégal est composée de députés d'un âge très avancé. Sur les 165 députés de cette Assemblée, 116 ont entre 50 ans et 75 ans. Seuls 49 ont entre 30 ans et 49 ans. Il n'y a aucun député qui a entre 20 et 30 ans. Donc, on a une vieille classe politique. Une assemblée de papilles. On a une vieille classe politique. Comment ça s'explique? À cause de la professionnalisation de la politique dans ce pays. On est politicien de métier. Et donc, ces politiciens s'inscrivent dans une logique de carrière. Et pourquoi ils s'inscrivent dans cette logique de carrière? À cause du clientélisme politique. Le clientélisme politique est tellement accentué dans ce pays que les citoyens ne demandent aux hommes politiques, en échange de leur soutien par le vote, une rétribution par des avantages matériels, par l'argent, par un emploi. Et cette demande des citoyens envers les politiques est tellement forte que même les politiciens se plaignent d'être des œuvres sociales ambulantes, alors qu'ils n'ont pas assez de moyens. Et c'est parce qu'il y a ce clientélisme politique que les députés, les hommes politiques ne cherchent pas à travailler pour l'intérêt des citoyens. Ils n'ont qu'à satisfaire les besoins quotidiens d'une manière très ponctuelle
pour avoir le soutien politique et être réélu. C'est pour là que dès qu'on accède aux ressources de la nation, ça facilite le fait qu'on puisse perdurer. Donc vous voyez des députés qui sont là depuis les législatures du Parti socialiste en 1998. Donc 20 ans, des députés qui ont fait 4 législatures, 5 législatures. Vous avez des députés qui cumulent avec des fonctions d'élus locaux. Combien de députés sont maires, conseillers collectivités locales et qui sont en même temps députés? Donc c'est des professionnels de la politique. Et c'est parce qu'ils sont professionnels de la politique qu'ils perdurent dans les fonctions politiques et s'inscrivent dans une logique de carrière. Il faudra travailler. Et ce cumul des fonctions est un mal pour l'économie, sincèrement, et même pour la création de l'emploi, des emplois. C'est un très mauvais signal pour la démocratie, parce que c'est toujours les mêmes depuis 20 ans, depuis 30 ans. Et il faut trouver des solutions à ce problème. Mais dans ce système-là, est-ce qu'il est possible pour une association comme vous de faire bouger les lignes? C'est impossible, il faut peut-être un changement de système. Nous, tout ce que nous faisons, c'est dans le plaidoyer et la sensibilisation. Plaidoyer en essayant d'échanger et de communiquer avec les autorités de ce pays, ceux qui sont au pouvoir. Sensibilisation en essayant de faire comprendre aux Sénégalais qu'on peut changer cette situation et qu'on doit tous se mobiliser pour que cette situation puisse changer. Aujourd'hui, il n'y a pas une limitation du mandat des élus. Il n'y a que le président de la République dont le mandat est limitatif. À 2. Pourquoi le mandat des députés ne doit pas être limité? En dehors même des députés, pourquoi on ne devrait pas limiter les mandats électifs de tous citoyens sénégalais? Ceci donnerait la possibilité à plus de citoyens de participer aux décisions sur la nation. Si on dit que chaque citoyen ne peut pas avoir plus de 2 mandats électifs, ça va amener le rajeunissement, l'amélioration de la classe politique sénégalaise. Mais quand vous savez que vous pouvez être député pendant 25 ans, être maire pendant 20 ans, sans discontinu, vous vous placez dans une logique de carrière. Mais quand on sait que tout citoyen ne peut pas avoir plus de 2 mandats électifs. Comme ça se fait dans d'autres pays, hein? Oui. Bon, nous, notre modèle de démocratie, comme d'habitude, c'est la France. Mais la France, cette année, va vers une réforme constitutionnelle pour instaurer la limitation des mandats électifs. Si vous savez que vous ne pouvez pas faire plus de 2 mandats électifs, soit député, soit maire ou président, quand vous avez en charge les destinées d'une nation, vous pensez plus à travailler qu'à vous inscrire dans une logique de carrière, à utiliser les ressources que la communauté met à votre disposition pour créer une clientèle politique et assurer sa réélection. Et de cette assemblée que vous caricaturez bien, on a voté la loi sur le parrainage est passée. Et au moment d'expliquer aux Sénégalais la quintessence, la teneur même de cette loi, on a eu un vote sans débat. Ça vous a marqué ou vous vous êtes dit non, je ne suis pas surpris par cette assemblée? Disons qu'on espère toujours que nos hommes politiques s'améliorent. Mais à chaque fois, nous constatons qu'on est dans l'immobilisme, ou bien si on n'est pas dans une tendance à écrire l'histoire du Sénégal à reculons. Au lieu de prendre des actes qui font avancer la démocratie, nous prenons des actes qui constituent un recul de la démocratie. Par rapport à cette situation, nous avons regretté 2 faits. Le premier, c'est que les citoyens ne puissent pas accéder à l'Assemblée nationale. Les débats à l'Assemblée nationale sont publics et le huis clos est exceptionnel et pour une durée. C'est-à-dire que les citoyens ont le droit d'accéder à l'Assemblée nationale pour assister aux débats, aux travaux de l'Assemblée nationale. Ce jour-là, 19 juin, on a constaté que les citoyens ne pouvaient pas accéder à l'Assemblée nationale. Oui, parce qu'il y avait des risques aussi. Quel risque? Oui, il y avait des menaces. On a parlé de 23 juin. Est-ce qu'il faut laisser tout le monde comme ça entrer pour créer, par exemple, une confusion? C'était des mesures préventives quand même. Mais parce que des citoyens ont dit qu'ils n'étaient pas d'accord avec cette loi et qu'ils voulaient montrer qu'ils n'étaient pas d'accord avec cette loi, on leur interdit d'exprimer leur opinion et on leur dit vous n'avez plus le droit d'exprimer
de vous exprimer en tant que citoyen. Mais dans quelle démocratie sommes-nous? La démocratie, ça suppose permettre à tout un chacun d'exprimer ses opinions librement. Mais ce n'est pas parce que vous dites qu'il y a des risques, donc toutes les libertés sont bloquées, aucune liberté ne doit plus s'exprimer. Là, on est dans une tendance assez dangereuse quand même. Il appartient aux forces de sécurité et de défense que nous payons d'encadrer tout citoyen et de protéger tout citoyen qui veut exprimer une opinion contraire. C'est ça la démocratie. Mais ce n'est pas d'empêcher à certains de dire leurs opinions. Donc nous avons regretté que certains Sénégalais ne puissent pas accéder à l'Assemblée pour exprimer leur point de vue. Deuxièmement, nous avons regretté que cette loi passe sans débat. La démocratie, le principe fondateur, le principe fondamental d'une démocratie, c'est la délibération. Délibérer, c'est échanger, produire des arguments afin d'éclairer les citoyens pour savoir s'ils doivent adhérer à cette loi, apporter leur soutien à cette loi, oui ou non. L'espace par excellence de délibération d'une démocratie, c'est l'Assemblée nationale. Les opinions doivent s'exprimer. Et ce jour-là, nous avons vu qu'il n'y a pas eu de délibération. Les députés n'ont pas jugé utile d'expliquer aux Sénégalais pourquoi ils votaient cette loi. Est-ce que les Sénégalais n'étaient pas les premiers fautifs, vu que c'est eux qui ont donné cette majorité à Benno Bokk Yakaar? Vous savez, la démocratie, ce n'est pas le comptage des voix. La démocratie, ce n'est pas le nombre de voix. La démocratie, c'est convaincre afin que les citoyens adhèrent à votre politique. La démocratie, c'est délibérer. Utiliser une majorité qui ne coïncide pas avec la majorité des Sénégalais pour faire un passage en force et faire adopter une loi, c'est organiser une tyrannie démocratique. Il ne s'agit plus de démocratie. Or, les lois sont faites pour les Sénégalais. Donc, il faut créer un minimum de consensus autour de ces lois afin qu'elles soient respectées par les citoyens. En ce sens, la délibération est un principe fondamental. Vous allez dans les démocraties avancées, ils font même des débats sans vote, rien que pour expliquer aux citoyens les points de vue des députés et du gouvernement. C'est extrêmement important. Donc la démocratie, ce n'est pas le vote et le comptage des voix, mais la délibération. Convaincre, donner des arguments, éclairer les citoyens. Parce que les citoyens n'adhèrent pas à votre politique dans leur grande majorité, vous verrez de la résistance dans l'application de ces lois. Et ça ne participe pas à la consolidation d'une démocratie, à la cohésion d'une nation face à l'extérieur. Et nous l'avons constaté. Quand le président capverdien est venu, les députés de l'opposition ont boudé. Est-ce une bonne démarche? Puisque on a évoqué, soulevé des questions qui auraient dû être débattues par les députés de l'opposition, notamment, par exemple, cette régularisation des Sénégalais du Cap-Vert, qui sont basés au Cap-Vert. Est-ce que là, ce n'est pas manquer l'occasion quand même? Je vous dis que si vous voulez créer l'unité nationale, vous devez chercher le consensus, et le consensus se fait par la délibération. Vous ne pouvez pas empêcher des citoyens sénégalais d'exprimer leur point de vue, de donner leurs opinions. Et face à l'extérieur, vouloir les embarquer pour donner l'image d'une nation unie. La nation doit être unie avant même qu'il y ait des personnes extérieures qui viennent au Sénégal. La nation doit être unie, la construction de la nation doit se faire avant même qu'il y ait des menaces sur le Sénégal. C'est en ce sens-là qu'on peut avoir un front commun, tous les Sénégalais unis pour donner une bonne image de leur pays. Ceci revient à redire d'une manière très forte que la délibération est le principe fondateur de la démocratie. Il faut accepter les points de vue contraires, leur permettre de s'exprimer et de créer un large consensus afin que les lois qui sont votées au Sénégal soient les lois du peuple. Mais en attendant, l'opposition a saisi le Conseil constitutionnel. Aujourd'hui, la peur, on parle d'une loi pour rationaliser les partis,
pour la présidentielle ou d'autres élections. Mais vous, en âme et conscience, pensez-vous qu'aujourd'hui, avec ce fichier, on peut voler des élections ou bien frauder sur les résultats des élections? Nous ne connaissons pas le fichier, nous ne l'avons pas vu, nous ne l'avons pas audité, donc on ne peut pas se prononcer. On a parlé d'un fichier à 98% fiable. Oui, mais bon, sur quelle base cet audit a été fait, quels ont été les termes de référence, on ne sait pas, donc on ne peut pas se prononcer sur ce fait-là. Donc nous laissons à ceux qui font cette déclaration d'expliquer en fait pourquoi le fichier est à 98% fiable. Mais en tout état de cause, nous disons et nous souhaitons qu'il y ait une démarche consensuelle pour régler tous les problèmes de ce pays. C'est dans le consensus et non le passage en force qu'on résout les problèmes. Si nous voulons créer un Sénégal uni, un Sénégal de paix, un Sénégal qui est capable de faire des bonds en avant. Est-ce que ce Sénégal qui doit faire des bonds en avant avec ce système peut réussir sa mutation? C'est impossible pour certains. Le système sénégalais aujourd'hui, le président a des pouvoirs, de gros pouvoirs. C'est lui qui a c'est lui qui nomme à tous les postes. C'est lui même pour les élections législatives où il faut choisir des personnes qui peuvent représenter le Sénégal. C'est lui-même qui fait le dernier choix de la liste de la majorité avec ses collaborateurs. Est-ce que dans ce système, on peut avoir un Sénégal avec une démocratie quand même avancée? Nous savons que le constat, il est là. Le système présidentialiste que nous avons ne crée pas une démocratie forte, capable de faire avancer le Sénégal. Ce constat, nous l'avons fait tous. Maintenant, quelles sont les solutions? Voilà en fait l'axe fondamental. Quelles sont les solutions pour résoudre cette crise démocratique que nous avons, décriée partout? Nous pensons qu'il y a 3 solutions. La première, faire en sorte que nous maintenons le système représentatif que nous avons, mais que les Sénégalais votent différemment. Donc il faudra faire un travail de sensibilisation des Sénégalais. Aujourd'hui, on décrit l'ascendance, la domination du président sur les autres institutions. C'est parce que les Sénégalais ne votent pas suivant une logique de contrôle de l'action présidentielle. Disons que les élections législatives ont lieu après la présidentielle. Pour la présidentielle, j'ai voté pour telle personne. Pour les législatives, je vais voter pour une personne différente. Ça veut dire que je vote pour créer la cohabitation. Mais les hommes politiques ont peur de la cohabitation. Ils se plaignent tous de ça va créer l'instabilité. Vous m'avez élu pour appliquer un programme, vous ne m'avez pas donné les moyens pour appliquer ce programme parce que l'Assemblée vous l'avez donné à l'opposition. Donc il y a tout un argumentaire développé. Mais il faudra l'essayer un jour. Parce que depuis l'indépendance, on donne la majorité à un parti à l'Assemblée, on élit son candidat à la présidence et quel résultat ça a donné? Donc il faut aller vers le sens de la cohabitation. Donc maintenir les institutions, le système tel qu'il est et demander, sensibiliser les Sénégalais pour qu'ils votent différemment. Deuxième solution. Ça, c'est la première solution. Deuxième solution, réformer fondamentalement le régime présidentiel que nous avons. La démocratie participative que nous avons. Cette démocratie participative a montré partout ses limites. Vous allez en France, on appelle la monarchie républicaine, tellement le président a de pouvoir, tellement les élus prennent en otage les citoyens. Et si vous allez en France, cette année, il y a des réformes constitutionnelles fondamentales qui vont être menées afin de replacer le citoyen au cœur de la démocratie. Mais déjà, notre constitution l'a fait avec aujourd'hui même, par exemple, côté environnement, on dit que le citoyen est au cœur des décisions. On ne peut pas, par exemple, exploiter, par exemple, des richesses du sous-sol sans la participation des populations. Et ça, c'est le nouveau droit dont vous parlez, qui ont été mis dans la Constitution. Mais ces nouveaux droits ne remettent pas fondamentalement en cause le fonctionnement de la démocratie. Remettre en cause le fonctionnement, c'est replacer le citoyen au cœur de la démocratie. C'est-à-dire que si les citoyens ne
peuvent pas légiférer parce qu'il y a des députés qui sont chargés de voter des lois, mais qu'on leur donne au moins des pouvoirs de légitimer les décisions des politiques ou de les rejeter. C'est-à-dire créer des contre-pouvoirs citoyens. Troisième solution. Ça, c'est la deuxième solution. Et comment la Commission nationale de réforme des institutions avait fait des recommandations pertinentes et extrêmement importantes qui vont dans ce sens-là. Wow, M. Mbow, qu'on a rangé beaucoup de ces conclusions ou recommandations dans les titres. Voilà, ils avaient fait beaucoup de recommandations pertinentes pour permettre aux citoyens de participer au débat politique, comme la loi d'initiative populaire, comme exemple de conclusion décennie. Troisième solution, c'est changer de démocratie. Il y a deux types de démocratie. La démocratie représentative ou la démocratie populaire. La démocratie, c'est celle que nous avons au Sénégal, je ne vais pas trop en parler. Mais la démocratie populaire, ça suppose quoi? Vous êtes élu, on vous a fait élire, mais vous êtes sous le contrôle des citoyens. Un exemple concret, vous recevez une loi à l'Assemblée nationale, vous retournez à votre base politique et leur dites, voilà, nous avons une loi qui est arrivée à l'Assemblée nationale, dites-moi comment vous voulez que je vote cette loi-là. Et là, le député est obligé de suivre ce que vont lui dire ses électeurs. Et cela nous ramène à ce choix où on choisit des gens qui sont à Dakar pour représenter soit Matam, Ziguinchor, et que les populations à la base ne les connaissent pas. Voilà. Donc, le dernier mot, M. Gueye. C'est pour dire que nous appelons tous les citoyens à prendre conscience du système que nous avons et chacun de son côté réfléchir sur les voies et moyens pour trouver des solutions pour la consolidation de la démocratie sénégalaise. Merci beaucoup, M. Gueye, puisque le temps nous est compté et merci de votre participation. Mesdames et messieurs, vous qui nous écoutez sur la 87.9, c'était la fin de l'émission Le Grand Oral à la présentation Famara Niassi, mise en onde Khadija Loum. On avait comme invité Ndiaga Gueye, ingénieur informatique, président de l'Association sénégalaise des utilisateurs des technologies de l'information et de la communication. Il travaille aussi sur la mise en œuvre d'un projet de transparence parlementaire dont l'objectif est de placer le citoyen au cœur de la démocratie. Merci de votre fidélité et de votre écoute. Au revoir. C'est ça.